Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vous propose qu'on commence cette table ronde. Première chose, merci à tous les invités d'avoir accepté. En fait, je viens de voir homme-femme, 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 c'est magnifique. C'est bien réparti. Donc, merci à tous les invités d'avoir accepté de témoigner lors de cette table ronde sur les compétences. Je précise, donc c'est enregistré, cette table ronde. On remettra certainement en ligne. Dans les ressources, vous avez vu, il y a un Padlet à l'entrée, donc on mettra certainement cette table ronde si vous voulez la revoir après. Voilà. Je rappelle rapidement le cadre. Donc on est dans le cadre du PhD Job Day, on revient en présentiel. Donc je suis ravi de voir qu'il y a beaucoup de monde qui revient en présentiel, ça fait plaisir de revoir des vrais échanges. Et donc c'était un peu le but de cette journée, de recréer du lien. Et le PhD Job Day, donc c'est dans le cadre d'événements qu'on organise avec les autres universités de la région. Donc il n'y a pas que l'université de Lille, hein, il y a l'IMT, il y a Centrale, il y a l'université Gustave Eiffel, il y a l'UPHF, il y a UPJV, il y a l'ULCO, l'Artois. Donc on a vraiment toutes les universités normalement qui ont reçu l'appel pour cet événement. Donc l'idée de cette table ronde, c'est vous allez voir, j'ai invité un panel de profils très différents. C'est de voir quelles compétences avec quelles compétences vous sortez du doctorat. Donc vous en avez, vous en êtes conscient de certaines, peut-être pas forcément de toutes. Et surtout, qu'est-ce que vous pouvez mettre en avant lors des entretiens, lors de vos candidatures, dans le CV qu'est-ce qui est important à prendre en compte et à avoir en tête quand vous allez vous présenter. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Je vais essayer de tenir le timing parce qu'à midi, il y a une autre conférence juste à côté autour de la communication scientifique. Donc c'est l'ESJ qui présente un parcours pour la communication scientifique. Donc je vais laisser les gens se présenter. Donc vous avez les noms qui apparaissent ici de tous nos témoins aujourd'hui. Et donc les premières questions, ça va être assez simple. Hein. Qui êtes-vous? Que fait votre entreprise? Et qui embauchez-vous? Ou pour des plus généralistes, quel type de profils sont recherchés ou on peut trouver sur vos entreprises, enfin sur les cabinets que vous représentez? Oui, j'ai mis dans l'ordre. Enfin, dans l'ordre. Oui, bonjour. Donc, je suis Yin et je suis responsable recrutement chez Genoway. Pour dire quelques mots, ce qu'on fait, donc Genoway est une société biotechnologie basée à Lyon et on est spécialisé dans la conception des modèles ou des solutions biologiques. Donc, des modèles sur lesquels on travaille essentiellement, ce sont des modèles rongeurs, donc des souris, des rats et des cellules génétiquement modifiées. Donc nos clients, ce sont des chercheurs, des scientifiques partout dans le monde entier. On travaille essentiellement avec des sociétés ou des laboratoires, notamment US, quelques pays en Europe, et aussi aujourd'hui on est en train de développer un marché très important en Asie, notamment en Chine, en Corée du Sud et aussi au Japon. Euh, donc, nous, Genoway, en interne, on a plus de 60% de nos collaborateurs, collaboratrices qui sont des chercheurs, des scientifiques avec un niveau minimum PhD. Je dis ça parce que moi, j'ai rejoint chez Genoway depuis en fait à peu près 2 ans maintenant, mais dans l'entreprise, on a des profils chercheurs scientifiques juniors, expérimentés ou voire en fait très seniors ou voire en fait des expertises scientifiques avec 20 ans, 30 ans d'expérience. Là, pour l'instant, aujourd'hui, nous, en fait, nos équipes au laboratoire sont complètes. Par contre, on recherche, en fait, pour renforcer notre équipe commerciale, scientifique, avec l'objectif, en fait, de doubler l'équipe commerciale, scientifique cette année. Alors, pourquoi commercial et business? Nous, comme on travaille sur des produits avec, en fait, des fortes valeurs ajoutées scientifiques, nos clients, ce sont des chercheurs, des scientifiques. Donc, on a fait un choix stratégique depuis la création d'entreprise, en cherchant des profils chercheurs scientifiques en biologie, notamment en immunologie, ce sont des personnes qui sont motivées
à changer métier. Enfin, quand je dis changer métier, donc switcher entre la science et le business, toujours en restant en fait dans la science. Qui ont envie d'aller en fait vers les autres, discuter avec les autres, faire en fait du business, faire du commercial, mais en restant dans la science. Donc, ce qui fait qu'on cherche des chercheurs, des scientifiques qui ont envie en fait de faire du business. Donc aujourd'hui, cette année, on cherche en fait 6 business développeurs scientifiques avec le niveau minimum PhD en biologie, notamment en biologie, en fait immunologie, pardon. Donc ici, si vous recherchez du travail et vous avez un profil en biologie, immunologie, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Merci. Sylvaine. Ça marche? Oui. Merci Frédéric. Donc moi, je suis Sylvaine Lunier, responsable d'InnovMatch. C'est un cabinet de recrutement spécialisé dans l'acquisition de talents scientifiques pour la R&D. Donc nos clients sont les entreprises françaises basées en France. Toute géographie nous intéresse et qui proposent des CDI pour les docteurs qui cherchent à travailler dans l'entreprise privée. Quels sont les profils que l'on recrute? Donc, quel que soit le domaine d'expertise, votre profil va être intéressant pour nous. Il faut savoir que les postes que l'on propose restent en moyenne 4 mois au sein de notre réseau. Entre le moment où une entreprise va nous mandater pour chercher un docteur et le moment où elle va trouver ce docteur pour démarrer un CDI, il se passe environ 4 mois. Donc les postes tournent assez vite et donc il faut être sur le réseau pour voir ce qui se passe. En termes de domaine, qui a vraiment bien fonctionné pour nous cette année, ça a été tout ce qui est informatique, IA, robotique, navigation autonome, cybersécurité. On a eu des postes en sciences humaines et sociales, quelques-uns, très intéressants. Voilà, on a moins de postes en santé, je vais être honnête avec vous, mais sinon on ne se restreint pas sur un type de domaine particulier. Isabelle. Bonjour. Alors, moi, je suis Isabelle et je viens de Belgique. Je travaille pour le laboratoire pharmaceutique Quality Assistance. Donc, on est un prestataire de services, donc on ne fabrique pas nos propres produits. Donc, vous avez tous pris des médicaments, mais vous devez savoir qu'avant que ce médicament arrive dans votre pharmacie, il a toute une histoire. Et nous, on va écrire un chapitre de cette histoire. Donc, on va accompagner les acteurs de la recherche dans la course pour mettre un médicament sur le marché. Donc, on va analyser les produits de nos clients pour garantir qu'ils sont efficaces, qu'ils sont de qualité, avant qu'ils soient administrés chez un patient. Donc, donc, je vous l'ai dit, on est en Belgique, on est 270 personnes aujourd'hui. On est proche de la frontière française, donc on prospecte beaucoup le marché français. On a 20% de personnes qui travaillent chez nous et qui viennent de France. Et donc, on va avoir une forte activité concentrée sur le laboratoire, avec des équipes qui vont être plutôt spécialisées dans le domaine de la biologie moléculaire et cellulaire, où on va faire beaucoup de culture cellulaire et on va toucher à toutes ces techniques-là. Et puis on a donc je schématise très fort, mais on a des équipes aussi qui sont spécialisées plutôt sur le domaine de la physico-chimie, où on va retrouver toutes les techniques de chromatographie liquide, chromatographie gazeuse, de l'ICP-MS, de la spectrométrie de masse à haute résolution. Et on va analyser une multitude de produits différents pour nos clients, dans des cas de développement clinique différents. Mais on parle d'anticorps, de protéines, d'oligonucléotides, de peptides, d'ARN messager. Je précise que je ne suis pas scientifique si vous venez me voir tout à l'heure, mais tous les mots-clés-là, ça résonne très fort dans ma tête. Et donc, voilà, nous, on a un projet d'expansion, ce qui fait que fin 2025, on va doubler notre capacité, on va passer de 6 000 à 12 000 mètres carrés, ce qui veut dire que dans les années qui vont suivre, on va créer une centaine de nouveaux emplois.
à la fois au laboratoire avec des niveaux techniciens, analystes et scientists, mais aussi dans toutes les équipes support, puisque le pharma, ben, voilà, il y a tout un cycle qu'il faut respecter. Donc dans les équipes informatiques, tout à l'heure j'ai une personne qui est venue, mais dans la data analyse, on parle d'analyse de données, d'intelligence artificielle, et donc on a aussi un département qui assure ces services-là. Donc voilà, moi je suis venue pour parler de nous, j'espère que vous êtes mobiles un jour ou l'autre pour venir chez nous, et je suis là pour répondre à toutes vos questions. Merci Isabelle. Martin. Bonjour à tous, moi c'est Martin. Moi je suis fondateur d'une startup qui s'appelle Skillberg. On est à Euratechnologie depuis 1 an, on a incubé. À la base, moi je fais de la recherche en IA et en neurosciences. On étudiait pas mal la conscience, les architectures de neurones dans le cerveau pour inspirer l'IA et l'IA qui inspire le cerveau, on sait un peu ça. Et j'ai fait pas mal de pédagogie prof à droite à gauche et ça m'a pas mal intéressé sur le sujet des compétences. Et en fait, comment est-ce qu'on les représentait, comment est-ce qu'on les évaluait, aussi dans l'académique, mais aussi dans le recrutement, dans les RH, un peu tout ça. Et en fait, c'est un projet de recherche que j'ai converti en start-up, du coup. Donc ça, d'ailleurs, si ce parcours-là il vous intéresse, je suis ravi d'en parler plus tard. On a un stand là-bas avec Euratechnologie. Et vraiment pour se dire comment est-ce qu'on prenait un métier comme voilà, un physicien, un médecin, un ingénieur, on le décomposait dans un arbre de compétences très 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 étendu, et c'est-à-dire que c'est des compétences qu'on met dans l'ordre. Si vous savez faire ça et ça, vous pouvez faire ça. Si vous savez faire ça et ça, vous pouvez faire ça. Et on va décomposer réellement en fait une compétence comme ça, et qui permet du coup de mieux croiser les compétences transverses qui existent entre les métiers. Forcément, si vous savez faire de la logique, des mathématiques, ça s'applique dans plein de métiers. Et ça, c'est souvent des fois sous-représenté dans le recrutement, dans l'évaluation. Donc nous, on bosse beaucoup là-dessus. Et donc on a un projet réellement pur IA, data, graph. Donc c'est des bases de données orientées graph pour ceux que ça parle. On recrute 2 CIFRE et un docteur dans ce domaine-là pour m'accompagner moi sur le projet de recherche. On a un petit prototype, mais on aimerait bien le mettre à niveau. Donc on bosse pas mal là-dessus. Et voilà. Sur le sujet du recrutement et de l'innovation, on pourra parler aussi, mais c'est un sujet intéressant. Et donc voilà. Donc si vous avez des copains ou des gens qui bossent un peu dans le graph, machine learning et autres, ravi d'en parler. Merci Martin. Il reste Florian. Bonjour à tous, donc je suis Florian de Canesi. Déjà, merci Frédéric pour l'invitation. Alors, du coup, il y a un peu plus de 10 ans, j'étais à votre place. Je suis docteur en physique. J'ai fait une thèse CIFRE chez Thales avec un laboratoire de l'école polytechnique. Et suite à ma thèse, quelques mois après, j'ai cofondé une entreprise qui s'appelle PhD Talent. Et chez PhD Talent, déjà notre constat, c'est de partir du constat que les compétences des doctorants, des docteurs de la recherche scientifique sont, à notre sens, sous-utilisées par le monde socio-économique. Et donc pour ça, on a créé une plateforme qui permet de mettre en relation vous, doctorants, docteurs, avec des entreprises, des cabinets de recrutement, toutes sortes de personnes qui s'intéressent à votre profil. Donc aujourd'hui, notre communauté, c'est un peu moins de 28 000 doctorants et docteurs qui sont inscrits sur notre plateforme. D'ici un petit mois, on va référencer 1 demi-million de PhD formés en France depuis les années 80. Et d'ici 3 mois, on va baser notre recherche de chercheurs sur 200 millions de publications scientifiques. Donc le réseau va grandir de manière considérable d'ici quelques semaines. Et donc, qu'est-ce qu'on fait chez PhD Talent? On fait 2 choses. On fait du recrutement. Alors, on n'est pas un cabinet de recrutement, donc on fait encore une fois, on fait de la mise en relation. Donc, le recrutement se fait via 2 plateformes. La plateforme digitale sur laquelle vous avez des offres d'emploi et d'autres opportunités. Et une plateforme physique qui a un événement qui s'appelle le PhD Talent Career Fair, qui a lieu tous les ans au mois de novembre, où on accueille plusieurs dizaines d'exposants qui viennent recruter des docteurs ou présenter leurs activités, puisque parfois ils ne sont pas recruteurs en tant que tels, mais ils sont intéressés par vos profils. Et donc cette année, ça a lieu le 12 novembre 2025 au 104 Paris. Deuxième activité, on fait aussi de l'expertise scientifique. Donc c'est ce qui nous différencie le plus sur le
marché du doctorat, entre guillemets, c'est qu'on permet à nos clients, encore une fois, start-up, PME, grands groupes, de faire appel à notre communauté de jeunes chercheurs pour réaliser des missions d'expertise scientifique, que ce soit des états de l'art, des études biblio, de l'analyse de données, des cartographies d'écosystèmes scientifiques, enfin bref, toutes sortes de choses. Et donc, on vous accompagne pour mettre en place votre statut auto-entrepreneur et pour gérer les missions que vous faites en partenariat avec mon équipe pour le compte de nos clients. Donc, on travaille avec surtout des grands groupes sur ce type de mission, Michelin, Danone, L'Oréal, Nutricet, Rocket qui est là. Voilà. Ah oui, et du coup, quel type de docteurs on recrute? Ah, on a des docteurs en interne. Là, en recrutement en ce moment, on a 4 docteurs en interne, donc 2 cofondateurs, dont moi, et 2 docteurs salariés en CDI, donc les 2 docteurs qui gèrent nos missions d'expertise, une docteure en sociologie, Pauline, et un docteur en chimie, Léo, qui gère chacun les missions d'expertise de leur domaine. Et pour ce qui est des opportunités qu'on offre, elles concernent toutes les disciplines scientifiques. On n'est pas sectaire. Merci beaucoup. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. J'ai posé quelques questions. Alors, je vais peut-être les reformuler selon qui parle. Mais donc, vous avez vu dans les présentations, il n'y a pas forcément que des profils scientifiques. Et donc, quand vous serez en entretien, quand vous candidatez, qu'est-ce qui est recherché chez le candidat, donc chez vous, par les recruteurs, au-delà de l'expertise scientifique? Donc, c'est la question que je vais vous poser. Après, on verra sur les suivantes, mais déjà, c'est ça, c'est quand vous avez un candidat, qu'est-ce que vous cherchez chez lui, au-delà de l'expertise scientifique? Qui veut commencer? Yann? Alors, moi, comme vous savez tous, en fait, moi, je ne suis pas du tout de formation scientifique ou technique. Ça fait à peu près une dizaine d'années, en fait, j'exerce en fait, le métier de recrutement. Et ça fait à peu près 4-5 ans que je travaille dans le domaine de la santé. Moi, j'ai pu recruter en fait, des profils de bac jusqu'à bac plus 8, 10 ou 12, scientifiques ou pas. Donc, sur mon vocabulaire, moi, je distingue en fait les deux parties, donc savoir-faire et savoir-être. Et pour en fait le niveau savoir-faire, donc comme nous, on a des fiches de poste sur lesquelles en fait, on détaille en fait des compétences scientifiques ou techniques qui sont bien détaillées. Et forcément, quand vous avez en fait le niveau PhD ou un master, néanmoins des compétences techniques ou scientifiques sont là. Maintenant, le challenge, c'est que nous, en interne, on a plus de 60% des profils chercheurs scientifiques. Pour gérer et pour faire travailler tout le monde ensemble, ce n'est pas simple, toute la vie, notre vie au quotidien. Ce qu'on cherche, c'est plutôt en fait du savoir-être, plus qu'en fait du savoir-faire. Parce qu'aujourd'hui, en fait, sur les 5-10 profils PhD, avec les mêmes compétences scientifiques ou techniques, c'est le savoir-être en fait qui fait la différence. Et le savoir-être, sur lequel on cherche, surtout en fait pour les profils chercheurs scientifiques, la première, c'est de l'humilité, donc d'être humble. Je dis ça parce que, je suis désolée encore une fois, mais quand vous êtes en fait chercheur, jeune chercheur ou chercheur senior, avec 20 ans, 10 ans, 30 ans d'expérience, si vous pensez que vous connaissez tout, et il n'y aura pas grand-chose qu'en fait vous pouvez apprendre dans la vie au quotidien, et surtout apprendre à travailler avec d'autres chercheurs, d'autres scientifiques dans la même entreprise, c'est très compliqué. Donc la première chose qu'on cherche, ce sont des profils avec beaucoup d'humilité. Deuxième qualité sur laquelle on cherche, c'est l'agilité. Pourquoi ? Parce que nous, on est une société de biotechnologie, mais en modern business, on est une société de service. On rend le service au client, on travaille sur notre propre en fait, produit. Les demandes en fait, de clients, ça change en fait, tous les jours. Nous, on travaille en fait, sur tout type de pathologie,
donc la cancérologie, l'inflammatoire, la neuroscience, etc. On travaille sur tout type de pathologies et on est capable en fait de créer n'importe quel type modèle animaux. Donc ça change tout le temps, on peut dire en fait les protocoles, les process en fait au laboratoire, ça change tous les jours. Et si vous n'êtes pas agile, ça vous freine en fait les changements au quotidien. Ça pourrait en fait être très compliqué pour vous en fait pour pouvoir s'adapter, surtout dans les entreprises en fait comme la nôtre. Et dernière chose, je pense que c'est très important et qu'en fait, comment dire, l'empathique ou la sympathique, ça veut dire, encore une fois, dans des laboratoires en fait sur lesquels vous travaillez, ça peut être en fait privé ou ça peut être en fait public. Vous travaillez en fait sur une seule équipe où en fait vous conduisez en fait votre projet de A à Z. Par contre, dans l'entreprise, nous on s'organise en fonction d'étapes d'avancement de projet. Donc, pour apprendre, encore une fois, pour apprendre à travailler avec en fait, les autres personnes, aller chercher en fait, la performance d'entreprise, c'est très important aussi en fait, pour moi. Voilà. Après, comme je disais, je cherche en fait, les 3 qualités principales. Donc, pour moi, une chose en fait, qui est très importante, et ça pourrait être en fait, rédhibitoire, c'est que vous n'avez pas en fait une bonne communication en fait pendant l'entretien. Quand je dis une bonne communication, ça veut dire en fait il faut apprendre aussi à savoir en fait à vendre en fait votre profil, parce que des chercheurs, des scientifiques, il y en a beaucoup aujourd'hui. En fait, j'ai perçu qu'en France il y en a beaucoup, mais ce qui fait la différence en fait entre les deux profils, avec les mêmes compétences scientifiques, et de savoir vendre en fait votre profil. Pourquoi l'entreprise doit vous choisir, mais pas d'autres profils. Voilà, merci. T'en prie, Florian. Je vais enchaîner Je vais mettre un peu les pieds dans le plat, parce que alors, je suis complètement d'accord, mais en fait, on est rentré... C'est pas très clair ce que je dis, désolé. Qui a suivi un peu, pour le plaisir ou par curiosité, les discussions du budget français 2025? Ok. Donc il y en a une petite dizaine. Est-ce que vous savez ce que ça implique pour vous? Ok. Je ne l'aurais pas dit comme ça, mais c'est bien résumé. Alors, pour les autres, jusqu'à l'année dernière, et depuis une quinzaine d'années, il y avait un dispositif qui s'appelait le dispositif Jeune Docteur, qui permettait à une entreprise de recruter un docteur sur un poste de R&D, et pendant 2 ans, l'État remboursait le salaire, pour faire simple. Je ne rentre pas dans les détails techniques, mais pour faire simple, c'était ça. Ce dispositif a été abrogé avec le budget de l'État français 2025. Ça a 2 conséquences pour vous. Ça a une première conséquence qui est que les startups et PME qui étaient peu ou mal financées et qui recrutaient des docteurs sur ce dispositif-là ne le feront pas. Donc, il y aura moins de postes disponibles. Ça a une deuxième conséquence qui est que les entreprises qui se disaient « bon, le docteur que je reçois en entretien, il n'a pas l'air très au courant de comment fonctionne une entreprise, mais au moins il ne me coûte rien pendant 2 ans et j'aurai 2 ans pour le former. » Bizarre. Ben, ça n'existera pas, ça n'existera plus non plus. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tout ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire qu'il faut que vous arriviez, et c'est renforcé par ce qui vient de se passer justement via le budget, à vous mettre en avant, donc c'est-à-dire connaître le poste pour lequel vous postulez, connaître l'entreprise pour laquelle vous postulez. Oui, on en a vu.
connaître ces projets, enfin, vous renseigner, faites votre travail de chercheur, faites votre veille pour arriver en entretien informé et être capable de mettre vos qualités, parce que vous en avez, que tout n'est pas noir, vous avez des compétences qui sont top, qui sont supérieures, ou en tout cas, on va dire, spécifiques au monde de la recherche, et que vous pouvez mettre en avant face à un recruteur. Mais tout ceci, maintenant, vous n'avez plus l'effet d'aubaine qui existait jusqu'à maintenant. Et c'est-à-dire qu'il va falloir travailler. Il va falloir travailler sur votre profil, sur ce que vous voulez, sur les compétences que vous avez développées pendant votre thèse, sur pourquoi vous les avez développées, dans quel cadre vous les avez développées. Donc, quand je vois la question « quelle mission valoriser ?», toutes. Mais pourquoi, dans quel cadre, avec quel objectif, avec quel résultat ? Alors justement, sur ces missions, tu parlais tout à l'heure des émissions d'expertise. Est-ce que c'est un bon tremplin, Oui, alors ça peut l'être, mais ça dépend de ce qu'on veut faire ensuite en termes de carrière. La mission d'expertise n'est pas en tremplin en tant que tel. La mission d'expertise permet, en tout cas nous c'est ce qu'on observe, aux doctorants et aux docteurs qui font des missions pour nous, de plutôt se rendre compte de quelle est la réalité d'une entreprise, de ce qui est demandé en termes de livrable, en termes de délai, de parler argent avec une entreprise, d'un budget, de deadline, et d'apprendre à les respecter, parce que si on ne les respecte pas, on se fait taper dessus. Et donc, voilà, c'est surtout ça que ça apporte une mission d'expertise. Ok. On va aller direction la Belgique. C'est peut-être plus vert en Belgique sur les compétences et que ce que vous recherchez, vous. Alors non, c'est pas plus clair. Disons que les compétences, hors les compétences techniques, c'est quelque chose qui n'est pas évident à évaluer, d'autant plus que la première phase de screening d'un profil, donc moi je ne suis pas scientifique non plus, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, elle se fait sur papier. Donc je dirais que nous on a un processus de sélection qui est en 2 phases. Tout d'abord on reçoit un CV, on lit le CV. Donc même si sur le CV, on ne va pas pouvoir évaluer les compétences personnelles du candidat, donc le premier screening, il se fait sur ce qu'on va nous donner dans le CV. Donc moi, je travaille beaucoup avec des mots-clés. Donc il faut adapter son CV au poste pour lequel on envoie sa candidature. Donc vous pouvez avoir plusieurs CV différents avec des titres de fonctions différentes en fonction du profil, enfin, de l'annonce. Vous cherchez un chef de projet, vous mettez peut-être chef de projet, vous cherchez un poste à la paillasse, vous orientez votre profil plus vers la paillasse, parce que c'est vraiment ça qui va être déterminant au premier screening. Récemment, on a recruté un PhD en biologie, j'ai reçu 150 CV. Bien évidemment, je ne pouvais pas faire 150 entretiens, donc il a bien fallu que je screen. Donc moi, pour m'aider, j'ai créé un petit questionnaire de pré-screening où, avec le manager, on définit les compétences techniques qui nous semblent essentielles pour faire un premier filtre. Après, dans l'industrie pharmaceutique, ce qui est le plus important pour nous, c'est l'environnement cadré dans lequel on travaille. Donc, dans le pharmaceutique, il y a énormément de règles. Elles sont là parce qu'elles sont obligatoires si demain le client veut mettre son produit sur le marché. Donc, on ne peut pas éviter ces règles et c'est ce qu'on va évaluer en premier lieu, je vais dire. C'est vraiment, donc on est 270 personnes, on a 20% de personnes qui ont fait une thèse ou un postdoc qui travaillent chez nous. On va évaluer la capacité de nos candidats à pouvoir s'adapter dans un environnement réglementé. C'est-à-dire que pendant la thèse, ce qu'on nous dit souvent, c'est qu'on est beaucoup plus libre, on ne doit pas toujours tout noter, enfin voilà, on peut faire des choses... Enfin, certains vont nous dire non, moi je note tout parce que je suis super rigoureux. Bah déjà, ça va me donner une indication que s'il est déjà rigoureux et qu'il a déjà eu cette aptitude-là pendant sa thèse, que probablement il s'adaptera bien dans notre environnement. Donc, ces compétences interpersonnelles, bah, elles vont être évaluées surtout en deuxième phase d'un entretien. Donc, mais moi, je dirais que vraiment dans le pharma, ce sont les règles. Et puis aussi, bon, c'est une des questions que je pose souvent, c'est voilà, nous on a beaucoup d'activités au laboratoire, à la paillasse. Ben,
je vais demander directement, qu'est-ce que vous cherchez? Est-ce que, bon voilà, moi j'ai fait une thèse, je veux faire de la gestion de projet, ok, quel est votre concept? C'est quoi de la gestion de projet? Parce qu'on peut tous avoir une définition différente de la gestion de projet. Je veux encore faire du labo, mais pendant 1 an, ben, je vais attirer l'attention auprès du candidat en lui disant 1 an, c'est peut-être un peu court, sachant que chez nous, avant de pouvoir travailler, il faut être formé, il faut démontrer selon les compétences GMP, les BPF, que vous êtes formé. Et donc 1 an, ça n'ira pas parce que le manager va vous recruter pour au moins une durée de 3 ou 4 ans au moins à la paillasse. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas évoluer, mais voilà. Donc moi, je dirais que à mon niveau, dans le pharmaceutique, c'est vraiment cette compétence-là de s'adapter dans un environnement réglementé où il y a une règle pour peser le réactif, pour utiliser une balance, pour utiliser sa machine, pour comment on suit ses analyses. Je veux dire, voilà. Merci. Je continue avec Martin. Environnement start-up. Est-ce qu'on est un peu sur les mêmes bases? Ouais, il y a pas mal de trucs. Je rebondis juste sur 2-3 points parce que c'est intéressant. Effectivement, enfin, pour bosser sur justement nous l'algorithmie sur les moteurs de recherche de recrutement, vraiment l'exercice de refaire votre CV pour chaque boîte, quitte à changer le mot-clé, va falloir s'y habituer parce que ça, sinon vous passez pas la première étape en fait, hein. Et après, il y a la soft skill dans l'entretien qui reviendra, mais juste passer la première étape, c'est mettre les bons mots-clés sur votre CV. Malheureusement, c'est aussi comme ça. Et dans ce truc aussi d'ambition un peu sur le long terme, c'est intéressant, moi je trouve, et moi c'est quelque chose en tout cas personnellement sur lequel je vais faire gaffe, mais bah, pourquoi vous êtes là? C'est quoi votre mission à long terme? C'est quoi vos envies? Et est-ce que c'est cohérent avec ce que vous appliquez ou est-ce que vous avez plus appliqué? Parce que voilà, ça va se sentir en fait. Si vous parlez d'ambition, si vous parlez donc bosser aussi, je trouve pas mal. Moi ça m'a beaucoup aidé dans mon parcours de se dire bah, qu'est-ce que je voulais vraiment faire? C'est quoi mes moteurs, ma vision, mes motivations? Et donc en fait c'est des choses que je pouvais parler en entretien et ça pouvait rassurer ou pas, mais en tout cas ça permettait d'être assez clair. Environnement startup, du coup, bah, comme vous l'avez vu, hein, effectivement, côté budget, on est les premiers, nous, en fait, à être sensibles un peu budget comme ça dans le monde de la startup. Étrangement, c'est décalé parce qu'en fait, on parle beaucoup d'innovation, d'IA, blablabla, tout va être révolutionné. Alors, il y a une espèce de bulle autour de l'innovation IA, donc ça, il faut voir un peu combien de temps ça tient. Ouais, comment je pourrais le dire du coup? Nous, les boîtes qui sont très techniques et ont compris ça, on va être dedans, on va en prendre 1 ou 2. Je vais remettre un point sur les soft skills, réellement, hein, parce que les hard skills, ça on vous fait confiance, mais en startup, on n'est pas 70, donc on est 5, on peut être 10, 15. Donc tout projet qui a moins de 15 personnes, mais qui comprend le marketing, le commercial, les techniques, tout ça, moi je vais attendre à beaucoup d'autonomie. Et en fait, effectivement, il faut apprendre, hein, faut apprendre, surtout dans nos domaines où ça avance à une vitesse pas possible. Et en fait, c'est vrai un peu partout parce que l'innovation arrive partout. Donc, moi, je vais, voilà, surtout venant d'un doctorant ou docteur, à challenger, à faire de la veille, à aller voir qu'est-ce qui se passe, à tester, à reproduire, à tester des POC, des prototypes. Mais il faut rester ultra, ultra flexible, ultra souple sur ce que vous savez faire aujourd'hui et comment vous restez à jour dans les 5 prochaines années, les 10 prochaines années. Et ça, pour le coup, dans l'informatique ou dans la tech et dans la recherche, c'est très vrai parce que ça bouge tellement que si vous restez sur les mêmes technos 4 ans, 5 ans, ça va être plus compliqué après, quoi. Il faut à chaque fois renouveler. Donc, ouais, et donc après, c'est le soft skill, hein. Vraiment, pour moi, entre 2 personnes, est-ce qu'il y a un esprit d'équipe? Vous savez bosser en équipe? Parce qu'étrangement, on n'est pas beaucoup en start-up, mais pourtant, bah, c'est tout, hein. Justement, on est 10 un peu dans une petite salle. Est-ce que vous êtes présent? Est-ce que vous participez? Est-ce que vous proposez des trucs? Est-ce que vous auto-organisez vous-même? Vous posez des objectifs? Parce que vous allez trouver des lacunes un peu à droite à gauche, parce qu'il manque des personnes dans la direction, c'est des projets qui vont être un petit peu moins bien cadrés que dans l'industrie. Et donc, il faut arriver, pas en se disant ah, tiens, c'est chiant, c'est mal cadré, mais plutôt à l'inverse, de dire comment je peux aider à cadrer? Est-ce que je peux apporter des choses? Est-ce que je peux participer dans ce truc-là? Ce qui fait que c'est les positifs et le négatif de la startup, hein, mais il y a beaucoup d'autonomie, donc vous allez apprendre plein de trucs et monter très vite en compétences en très peu de temps. Et en même temps, bah, vous êtes un peu livré de temps en temps à vous-même sur plein de trucs parce que bah, moi je suis pas toujours là, le tech lead n'est pas toujours là, les autres sont pas toujours là, donc ça des fois un peu dans le flou. Donc il faut trouver un peu cet équilibre-là dans la startup là-dedans. Mais bon, en tout cas, voilà, il y a quand même un beau vivier startup dans le Nord, hein, je trouve. On est quand même assez bien desservi avec Euratechnologie et la Pleine Image, tout ça, qui sont assez participatifs là-dessus. À Paris aussi, ça bouge beaucoup. Donc il y a quand même
la technique restera, je trouve, hein, dans la compétence hard, en tout cas hard skill. Il y a quand même des technos qui nous intéresseront toujours, mais ça va effectivement pas mal varier sur le budget qui a pris un sacré coup récemment, quoi. Ok, merci. Sylvaine, avec ce Oui. regard transverse, tout à l'heure vous parliez aussi des profils SHS, sciences et techniques. Est-ce que Ouais. c'est pareil, les choses à valoriser, ça reste sensiblement les mêmes? Alors, pour être plus complète, donc nous, nos clients sont à la fois des deep tech ou des ETI. Donc, on a vraiment des demandes qui sont très, très différentes les unes des autres. On a pu voir le commentaire entre Quality Assurance, c'est ça? Assistance, voilà. Et la start-up, les demandes ne sont pas du tout les mêmes. Je voudrais, moi, donner mon expertise par rapport à cette demande-là. Il est vrai que l'expertise, la connaissance scientifique, ça va être un acquis. Tout le monde va imaginer que vous avez, si vous postulez, vous avez effectivement les compétences requises pour ce poste-là. Dans les compétences scientifiques, je rajouterai 2 éléments. Les entreprises nous demandent de valoriser la démarche scientifique expérimentale, c'est-à-dire votre capacité à appliquer vos travaux de recherche dans un environnement d'entreprise sur des problématiques d'entreprise économique. Et ça, c'est vrai que ce soit SHS ou technique, en fait. La deuxième compétence scientifique qu'il recherche, c'est la capacité de communication et la capacité de rédaction, que ce soit pour une publication sur le réseau, pour discuter avec vos pairs, pour intervenir lors de colloques, pour rédiger des brevets. Cette partie communication, mettez-la en valeur. C'est vraiment quelque chose qui est développé lors du doctorat et que vous êtes les seuls vraiment à avoir, on va dire, sur le marché. Ça, c'est pour les compétences scientifiques. Et effectivement, il y a les soft skills qui sont très importantes. Moi, je mettrai, ce que les entreprises me disent sur les profils de docteurs, lorsque ça fonctionne, effectivement, on ne postule pas par hasard à une entreprise. C'est pas une application par défaut. J'aurais voulu autre chose, mais allez, je vais postuler sur cette entreprise-là. En fait, je suis d'accord avec ce que mes collègues ont dit. Faites vraiment prouver à votre interlocuteur que vous êtes le candidat idéal, que vous êtes le meilleur candidat par rapport à toutes les candidatures qu'il va recevoir. Voilà. Critères de choix. Et je voudrais rebondir sur les phases, en fait, lorsque vous avez décidé d'aller vers le monde du privé par rapport à une carrière dans le monde académique. Vous avez 3 étapes. Il y a effectivement le CV, on en a parlé. Mettez-vous à la place du recruteur. Oui, il y a des mots-clés, c'est vrai, mais mettez aussi en valeur ce que vous voulez mettre en valeur. Qu'est-ce qui va faire la différence entre votre CV et un autre CV sur ce poste-là? J'ai envie de rebondir parce que personne n'a mentionné ça, c'est qu'est-ce qui pourrait être rédhibitoire? Moi, des fois, on me dit, j'ai fait une année de césure et en fait, sur le CV, je vois un blanc. Et du coup, forcément, quand on a un blanc, nous, les recruteurs, on n'aime pas trop ça. Donc, on demande. Et en fait, généralement, le candidat, il arrive tout à fait à valoriser, à expliquer quelle était son année de césure, ce qu'il a fait. Et que ce soit pour faire un voyage, quelle que soit la raison de votre année de coupure, en fait, il faut le dire. Et ça se valorise et ça s'explique. Et ça met en valeur des choses très importantes pour nous, les recruteurs, en termes de soft skills qui représentent qui vous êtes. Nous, on met vraiment un point de fierté à s'assurer que lorsque le candidat va rejoindre une entreprise, il va s'y sentir bien. Et en fait, le parcours professionnel que la personne va avoir va démontrer des choses qui vont matcher ou pas avec le poste sur lequel il va postuler. Mais en tout cas, l'année de césure, c'est pas rédhibitoire. Il faut simplement savoir l'expliquer, être préparé et pouvoir le valoriser. Voilà, capacité de communication, je l'ai mis aussi, c'est valable pour tout le monde. Pour rebondir sur le SHS, en fait, pour moi, c'est pas vraiment un profil différent en termes de processus de recrutement. On a exactement la même chose, donc on va peut-être avoir des mots-clés, mais on va quand même lire le CV de gauche à droite, rappelez-vous bien, et comprendre si effectivement il y a un match entre ce que le client nous a demandé et ce que l'on voit sur le papier.
Ça, c'est la première phase du CV. Portez beaucoup d'attention à votre CV. C'est très important. Et quand vous postulez, allez effectivement, je rebondis, voir ce que l'entreprise voit, quelles sont ses valeurs. Les valeurs de l'entreprise, est-ce qu'elles vous correspondent ou pas? Et ne postulez pas si les valeurs de l'entreprise sont très éloignées des vôtres, forcément. N'oubliez pas qu'il y a des postes, par exemple, de rédacteurs scientifiques. Et là, pour ces postes-là, je pourrais dire tout le monde peut postuler, en fait. Hein. Et vos compétences sont vraiment mises en avant sur ces postes-là aussi. La deuxième étape, c'est où appliquer. Donc, on a dit, hein, vous choisissez vraiment l'entreprise avec la localisation géographique qui vous correspond, avec les valeurs qui vous correspondent. Est-ce que vous êtes capable en entretien de dire je suis le meilleur candidat et pourquoi? Et ça doit tenir en 180 secondes, comme ma thèse. Même si ce n'est pas le sujet de thèse qui va vous faire avoir le job en réalité. Et la dernière étape qu'il ne faut pas négliger, c'est bien sûr l'entretien. L'entretien, il faut s'y préparer. Ce n'est pas quelque chose d'anodin. Ce n'est pas aussi compliqué qu'une soutenance, bien évidemment, mais ça se prépare. Quel va être mon interlocuteur? Est-ce qu'il va être ressources humaines? Est-ce qu'il va être manager, plutôt scientifique? Alors moi, je ne suis pas scientifique plus que ça, et j'ai trop souvent des candidats qui rentrent dans des détails très très compliqués. Alors c'est très intéressant, mais en fait, vous nous perdez un petit peu. Donc préparez aussi vos entretiens quand vous êtes à la phase finale. Pour décrocher le job, il faut avoir la capacité à s'adapter à l'interlocuteur. Et je vais terminer là-dessus en termes de soft skills, la vulgarisation de votre savoir, votre capacité à aller vers les autres au sein de l'entreprise. On a parlé d'humilité, mais c'est vraiment la capacité à expliquer simplement des choses que vous maîtrisez. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très, très important. Il faut avoir les deux. Il faut avoir à la fois être très expert et être capable de discuter avec d'autres chercheurs, d'autres partenaires, des fonds d'investissement éventuellement, et à la fois être capable de vulgariser pour le client qui va utiliser la solution finale, par exemple, pour les autres équipes autour de vous, pour l'équipe marketing qui va devoir vendre ce que vous avez développé. Enfin, je pourrais multiplier les exemples. Hein. Voilà. Okay. Vas-y, Florian, après Martin. Oui, j'aimerais juste rebondir sur un point, parce qu'on axe beaucoup sur qu'est-ce que les entreprises ou les organisations au sens large attendent de vous. C'est certes la question posée, mais j'aimerais bien retourner les choses. Sylvain a commencé à le dire, c'est que posez-vous la question aussi de qu'est-ce que vous attendez d'une entreprise. Parce que certes, une entreprise propose des opportunités, mais vous proposez vos compétences à l'entreprise. C'est un marché, et il y a de l'offre et de la demande. C'est la triste loi du capitalisme et du libéralisme. Donc posez-vous la question aussi de qu'est-ce que vous attendez d'une entreprise? Et parce qu'on l'a commencé à le voir, entre un grand groupe, une start-up, une entreprise de l'économie sociale et solidaire, une ETI, une PME, en Bretagne, en région Île-de-France ou en PACA, c'est pas la même chose. C'est pas la même vie. Si ce qui vous intéresse, c'est le confort d'un grand groupe, l'intéressement en fin d'année, très bien. Si c'est le projet qui peut qui peut être porté par une start-up, allez-y. Si c'est les valeurs d'une ONG, posez-vous cette question-là. Posez-vous cette question-là. Puisque finalement, ce qui va faire que vous trouverez votre poste, ça va être l'intersection entre ce que propose l'entreprise, le poste que propose l'entreprise, et ce que vous voulez pour vous-même. Et le recruteur, il le sentira, hein, ça, de ce que vous voulez pour vous-même. Moi, c'était juste pour revenir sur un point, parce que c'est sur les entretiens d'embauche, mais très pratico-pratique. Si vous avez un CV, vous les préparez, parce qu'effectivement, ça ne s'improvise pas malgré ce que ça pourrait donner. En fait, je trouve qu'il y a un biais dans la communauté un peu plus scientifique, ingénieur technique, où on se met moins bien en valeur. Les négociations de salaire, on en parle peut-être un peu moins bien, on est moins axé là-dessus. Allez voir vos tantes, vos oncles, vos parents, vos frères et sœurs qui sont peut-être dans un truc un peu plus business, un peu plus commerce et autres. Donnez-leur leur CV, ce qu'ils arrivent à lire, comment eux ils font l'entretien d'embauche. Ça, moi, je l'ai fait beaucoup de fois et ça peut remettre des fois 2-3 idées en place. Et en fait, des questions qu'on n'a pas pensées sur le salaire, sur le télétravail, sur tout ça. N'hésitez pas à vous challenger beaucoup là-dessus. Ça vous aidera à essuyer quelques questions
qui peuvent du coup mettre très à froid côté recrutement si vous attendez à 4 jours de télétravail par semaine et que c'est pas possible et que vous n'avez pas préparé la réponse, c'est compliqué. Et moi j'ai vu beaucoup de techos sous-évalués en termes de salaire, alors qu'en fait si vous négociez un petit peu, vous pouvez aller chercher plus, par exemple des trucs comme ça. Donc exercice intéressant parce que ça se prépare vraiment pour le coup. Merci. Alors, comment le temps file, je vais faire 2 questions en une. La dernière, donc Sylvaine a commencé à l'aborder. Est-ce qu'il pourrait être rédhibitoire pour vous dans la candidature, dans l'entretien ou dans le CV? Et juste derrière, donc, quel conseil? Pour rebondir rapidement du coup, mais on parlait pas mal de motivation. Moi, c'est un peu... Alors, encore une fois, effectivement, c'est très différent selon chez qui vous avez, mais côté startup, comme il y a beaucoup d'autonomie, la motivation de pourquoi vous bossez là-dedans, pourquoi cette mission-là vous passionne, est-ce que la thèse que moi je vous propose, côté compétences, formation, voilà l'impact qu'on va avoir, est-ce que ça vous motive, est-ce que je le sens, est-ce que vous êtes revenu vers moi plusieurs fois, est-ce que vous avez envoyé plusieurs messages? Moi, ça va être un premier truc parce que voilà, le CV qui passe, mais après j'ai pas de réponse, puis après c'est assez flou, puis après, bon, ça pour moi c'est quelque chose qui peut être un peu plus rédhibitoire en tout cas. C'est pas toujours simple hein, parce que vous postulez à plusieurs endroits en même temps, il faut un peu gérer, hein, mais faites un tableur Excel, hein, gérez le truc comme un projet. Et donc voilà, moi en tout cas je pense que la motivation ça va être le premier truc, spécialement dans l'environnement startup en tout cas. Et après on en a parlé, mais moi c'était l'autonomie encore une fois, hein, sur l'autonomie sur vos technos, sur... on va utiliser beaucoup d'outils en entreprise, qu'on a peut-être moins l'habitude dans les laboratoires, mais en fait, on a une dizaine d'outils qu'il faut communiquer, il faut partager, on a GitHub, on a des Slack, des Discord et compagnie. Bon, ça pareil, il faut être à l'aise, il faut être présent. Le télétravail, c'est bien, mais s'il n'y a aucun signe de vie, ça va être compliqué. Il y a comme une période d'essai un peu au départ, moi, sur lequel j'avais bien vérifié toutes ces applications-là. Et donc ça, c'est des choses aussi qui peuvent vite être un peu rédhibitoires. Si vous communiquez pas et si vous posez pas de questions et que vous restez bloqué 2 jours sans problème, alors qu'ensemble on aurait pu le faire une demi-heure, une fois oui, 2 fois ok, 3 fois ça va être compliqué quoi. Donc bon après c'est des choses qui se discutent aussi en entreprise avec vos managers, avec vos N+1, hein, mais voilà, pour moi en tout cas ça va être certains critères un peu stricts, on va dire. Ouais. Ce qui est important, moi j'ai toujours, c'est d'abord apprendre à se connaître soi-même. Donc un CV finalement, je donne toujours le conseil de qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie de faire et comment je vais le mettre en avant. Donc ça c'est hyper important. Se préparer pour l'entretien, c'est vrai que moi, je reviens là-dessus, mais combien de personnes me disent « Ah, mais je ne savais pas que vous étiez en Belgique », alors qu'on était en Belgique. « Ah, mais je ne suis pas mobile ». Zut, j'avais déjà programmé 1 heure d'entretien. Ça demande du temps pour organiser tout ça. Et puis c'est un peu une perte de temps, en quelque sorte. De bien connaître effectivement l'entreprise, de bien lire l'annonce. Moi, le meilleur conseil que je peux donner dans la recherche d'un emploi, dans la recherche d'une thèse, dans la recherche d'informations, c'est le networking, c'est le réseau. Parce qu'aujourd'hui, le petit laboratoire belge perdu au fin fond de la campagne tudinienne, s'il ne network pas, s'il n'est pas là aujourd'hui, il ne pourra pas attirer les talents de demain. Et en même temps, si vous n'êtes pas présent et vous ne networkez pas, on ne pourra jamais venir vous trouver. Et donc, moi, quand je donne ma carte aujourd'hui, je dis, voilà, aujourd'hui, ce ne sera peut-être pas le bon moment, ce n'est pas la bonne opportunité, mais demain, ça sera peut-être la bonne opportunité. Donc, il faut qu'on garde le contact. Aujourd'hui, tout va plus vite. Moi, je me souviens, c'est là que je vois que je vieillis, de mon temps. Et quand je dis de mon temps maintenant, c'est qu'il suffisait de poster une annonce et on avait plein de CV qui arrivaient par courrier papier. Et aujourd'hui, il suffit de rester chez soi et on est sur LinkedIn hyper contacté. Il suffit qu'on vous contacte à un moment où vous n'êtes pas bien dans votre entreprise et tout d'un coup, vous avez envie d'aller voir ailleurs. Donc, mais comment le networking, c'est vraiment ce qui va vous guider dans votre future carrière, dans votre recherche j'ai perdu le flux, hein. Je voulais dire quelque chose, mais tout d'un coup, j'ai perdu le flux. Mais donc, votre profil LinkedIn, puisque nous, par exemple, aujourd'hui, on poste des annonces et on a 0 CV.
Et on ne peut pas se dire au manager, ben non, j'ai pas de CV, et puis un mois après, j'ai pas de CV. Donc, qu'est-ce que je fais? Ben, je dois mettre en place une stratégie de sourcing. On va dans les écoles, on va dans des job days, et donc on va aussi rechercher sur base de mots-clés. Moi, je dis toujours les mots-clés, les mots-clés. Votre profil LinkedIn, ça peut être le reflet, c'est votre vitrine virtuelle en quelque sorte de votre profil papier. Et aujourd'hui, vous allez être certainement sollicité par plein d'entreprises parce qu'il y a une course au talent, il y a une pénurie de talents sur le marché. Et donc, notamment en Belgique, on est un petit pays, il y a plein de biotech sur un petit secteur géographique et on se dispute tous les CV. Donc, voilà, donc soyez visibles, n'hésitez pas à contacter les recruteurs parce que parfois on est noyé on poste son CV sur une plateforme, on ne sait pas où le CV va arriver, on n'a pas de nouvelles. Mais moi, je suis constamment contactée par des gens sur LinkedIn qui m'envoient leur CV, donc j'essaie de répondre. J'ai même des candidats que je reçois où je me dis, oh, je vais leur envoyer une invitation, c'est plus simple. Je vais leur expliquer pourquoi, vous avez envoyé votre candidature pour ça, mais je cherche ça, est-ce que vous l'avez bien? Je gagne beaucoup plus de temps. Du coup, j'augmente mon network. Et donc, plus je suis visible, plus je serai vue. Et vous, plus vous allez augmenter votre réseau, plus vous allez être vu. Et vous aurez peut-être la chance de pouvoir être contacté par une société. Donc, moi, c'est vraiment et de ne pas avoir peur de frapper à la porte. Voilà, ah ben tiens, j'ai vu une biotech. Ah ben tiens, ils travaillent dans ce domaine-là. Oh, j'ai vu des scientifiques qui travaillent dans cette société-là. Ben, je vais leur envoyer une invitation. Vous risquez quoi? Qu'ils ne répondent pas. Maintenant, s'ils répondent, au moins vous allez augmenter votre réseau et puis peut-être qu'ils vont vous dire écoutez, je vais transférer votre CV là-bas, ou peut-être pourquoi vous ne contacteriez pas telle ou telle entreprise, ils font ça et je sais qu'ils cherchent. Et moi, c'est ce que je fais parce que finalement, moi, je reçois plein de CV, je parle à beaucoup de candidats. Moi, j'ai aucun intérêt à garder le candidat chez moi s'il ne convient pas, donc je l'aide. Et ce que je dis aussi, c'est qu'on a parfois l'impression que le recruteur, c'est le méchant qui va nous empêcher de pouvoir aller plus loin dans le processus. Et moi, je dis que non, le recruteur, c'est un partenaire. Parce que moi, j'ai aucun intérêt à refuser un CV. Moi, mon objectif, c'est de répondre à une demande d'un manager pour essayer de lui trouver le talent dont il a besoin. Et donc, je dis souvent aux candidats, écoutez, voilà, dites-moi, je dois tout savoir, je suis désolée, je vais vous poser des bêtes questions, et puis, tiens, vous ne voulez pas compléter ça parce que voilà, j'ai besoin de plus d'informations. L'objectif, c'est de convaincre le manager. Donc, le recruteur, il n'a pas un boulot facile, parce que parfois, il ne reçoit pas de CV, parfois, il en reçoit beaucoup, parfois, il ne donne pas de nouvelles, mais n'hésitez pas à voir, tiens, Quality Assistance, le recruteur, c'est celui-là, je vais aller le contacter directement. Mais voilà, donc c'est vraiment le conseil que je vous donne. Tout va vite aujourd'hui. Donc, utilisez les canaux qui vont vous permettre rapidement aussi d'avoir des bonnes informations. Nous, par exemple, on organise des soirées découvertes. Alors, on n'est peut-être pas tout près, mais on organise aussi pour sourcer, pour attirer les talents, des soirées où on peut venir visiter nos labos, on peut venir interagir avec les personnes, notre personnel, des personnes qui peuvent répondre aux questions. Et tout ça, ça se fait aussi par networking. On publie ça. Et donc, je vous invite à venir chercher ma carte et à vite venir vous connecter avec moi pour qu'on garde le contact pour le futur ou pour le présent. Qui sait? Merci Isabelle. Florian? Alors, juste pour répondre très rapidement à la question qu'est-ce qui pourrait être rédhibitoire, moi, en tant que j'ai fait quelques recrutements parce on est 9 maintenant chez Piaget Talent, donc là je me place en tant que recruteur moi-même. Première chose, au moment de la candidature, alors je suis un peu conservateur, moi aussi je vieillis, mais une candidature avec un CV, une lettre de motivation et l'email qui va avec rempli de fautes d'orthographe, je suis désolé, c'est poubelle direct. Alors c'est poubelle direct, non pas à cause des fautes d'orthographe, mais parce que c'est révélateur du soin apporté à la candidature. Voilà. En tout cas du temps passé, proche de zéro. Il y a plein d'outils qui permettent quand même de corriger facilement son orthographe. Donc là-dessus, je suis un peu un vieux de la vieille de ce point de vue-là, mais je l'assume complètement.
Et deuxième chose, mais je vais me répéter, c'est au moment de l'entretien, c'est vraiment pas connaître le poste et l'entreprise, d'être arrivé bon, finalement les mains dans les poches. Hein. J'en ai vu quelques-uns. En fait, c'est fatigant à la fois pour le candidat et le recruteur, parce qu'au bout de 5 minutes, on se rend compte qu'on n'a rien à se dire, qu'on ne peut pas avancer sur le sujet, et donc c'est une perte de temps pour tout le monde. Donc vraiment, faites votre travail sur la connaissance du poste et de l'entreprise. Lynn ? Oui, je vais juste rajouter, je suis d'accord sur la passion. Vraiment, quand vous êtes en face d'un recruteur, ce qu'il faut montrer en premier, c'est la passion que vous avez. Alors, soit c'est la passion que vous avez sur vos travaux de recherche qui peuvent s'appliquer au poste, mais vraiment, pensez je, vous, nous. Il faut vraiment se vendre. Donc, je, c'est qu'est-ce que vous allez apporter à l'entreprise. Vous, c'est pourquoi vous avez sélectionné cette entreprise-là et pas une autre. Et c'est vraiment celle-là que vous voulez. Et nous, c'est qu'est-ce qu'on va faire ensemble. Quelles sont les compétences que vous allez apporter, combinées avec ce qu'est l'entreprise, qui va faire que vous allez faire un truc incroyable tous les deux. Voilà. J'ai juste en fait 2-3 petits points. Pour moi, en fait, il me semble très important aussi, surtout pour les profils chercheurs scientifiques, toujours en fait la même chose. Comme nous, en fait, on est une entreprise privée. Par contre, notre domaine d'activité reste en fait dans la science pure et dans la recherche en fait pure. Et donc, il y a un point que je trouve que c'est un tout petit peu dommage et qu'en fait, des jeunes chercheurs et des jeunes scientifiques aujourd'hui, ils font leur thèse, leur postdoc en fait dans des laboratoires publics et ils n'ont aucune connaissance. Qu'est-ce que c'est une entreprise? Qu'est-ce que c'est en fait les métiers qui existent en fait sur le marché d'emploi? Moi, je trouve que c'est très dommage. Moi, aujourd'hui, ça fait à peu près en fait 2 ans que je travaille dans la recherche. J'ai pu rencontrer quand même en fait des centaines en fait des chercheurs, des scientifiques. Une question très simple pour vous, selon vous, qu'est-ce que c'est une entreprise? Moi, je ne cherche pas en fait des bonnes réponses. Je cherche en fait comment vous avez perçu l'organisation. Qu'est-ce que c'est une organisation? Qu'est-ce que c'est une structure en fait dans une entreprise? Et je peux vous dire. J'ai reçu pas mal en fait de fois. Je ne connais pas en fait qu'est-ce que c'est une entreprise. Pourtant, je suis désolée, vous savez en fait le niveau par plus 8 minimum, niveau des chercheurs scientifiques. C'est très 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 dommage que vous connaissez qu'est-ce que c'est une entreprise. Ça c'est le premier point, c'est important. Deuxième point est que, alors ici on a des entreprises françaises sur le marché français. Nous, 95% de notre chiffre d'affaires qui vient du marché en fait, du marché international. Donc, pour pouvoir travailler en fait dans les entreprises comme la nôtre, je vous conseille, il faut bien travailler, bien poster en fait sur votre niveau anglais. C'est très important. Je dis ça, mais enfin, c'est très important. Plein de fois, j'ai reçu en fait des CV bien acquis, niveau anglais bilingue. Et quand je fais des entretiens en anglais, et ben non, le niveau en fait n'est pas du tout bilingue. Et surtout, comme nos clients, ce sont en fait des Américains, des Indiens, des Chinois, des Coréens, des Japonais. Si vous ne maîtrisez pas en fait la langue anglaise, c'est très compliqué. Voilà, moi je voudrais en fait rebondir ça. En fait, c'est très important pour moi. Moi, je voulais rebondir, connaissance de l'entreprise, mais ce qui est plus compliqué, et ça je l'avoue, c'est donc une compréhension des secteurs. Parce que dans l'industrie pharmaceutique, il y a tout un processus de développement pharmaceutique, et ce n'est pas toujours quand même évident de pouvoir y trouver la bonne information et de connaître les métiers. Donc moi, je voudrais quand même dire que parfois, j'excuse quand même les candidats de ne pas savoir, parce que il y a plein d'informations partout et on ne connaît pas les métiers. Et donc c'est vrai que par exemple, nous en Belgique, on essaie de plus en plus dans les écoles de demander qu'on explique c'est quoi l'industrie pharmaceutique, à quelle phase on va intervenir, quels sont les métiers. Il y a de la maintenance, il y a des affaires réglementaires, il y a de l'écriture scientifique. Mais vous ne savez pas, et donc vous arrivez peut-être dans une entreprise mais peut-être se renseigner, tiens, c'est quoi l'industrie pharmaceutique, c'est quoi le processus de développement d'un médicament, c'est quoi l'agroalimentaire, c'est quoi l'environnement, plutôt le secteur, la cosmétologie, mais au moins peut-être se renseigner sur un secteur
et un petit peu le processus de fabrication. Ça c'est peut-être un conseil aussi que je peux vous donner, même si je sais que ce n'est pas toujours évident de trouver la bonne information. Mais plus sur l'entreprise en général, je dirais plus sur le secteur, moi. Merci. Vous voulez ajouter quelque chose? J'ai presque tenu le timing, il est midi. Alors, j'allais proposer de faire des questions. Comme il est midi, je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent participer à la conférence qui est à côté sur la communication scientifique. Ce que je vous propose, c'est plutôt d'aller voir directement les gens qui sont sur les stands, qui sont dans le hall. N'hésitez pas à aller les voir directement pour poser vos questions sur ce que vous avez entendu, sur les recherches, si ça vous intéresse aussi d'en savoir plus sur certains domaines. Donc encore un grand merci à vous. Et à tout à l'heure. Merci. Donc je vous laisse poursuivre. Juste à côté, c'est la conférence sur la communication scientifique.